Vous êtes sur RTL. Votre pharmacien. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h25, bonjour professeur Arnaud Fontanet. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste et directeur du département santé globale à l'Institut Pasteur. On fait le point ce matin avec vous. Covid-19, donc le nom attribué à ce virus apparu sur un marché en Chine 3 mois après son apparition. Que sait-on vraiment des origines du virus ? Alors ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a une origine animale. C'est parti d'une chauve-souris. Après, entre la chauve-souris et l'homme, il y a eu ce qu'on appelle un hôte intermédiaire. On soupçonne beaucoup le pangolin, un petit mammifère qui est consommé en Chine, utilisé pour la médecine traditionnelle. Et est-ce que c'était seulement le pangolin ou pangolin et un autre animal ? C'est la question du jour. Donc l'origine est animale. Ensuite, entre humains, vous confirmez que c'est principalement aujourd'hui par les postillons que l'on transmet ce virus ? Alors c'est par les postillons, mais il faut bien comprendre que les postillons, c'est par voie respiratoire, des contacts étroits, 1 mètre, 1 mètre 50, et assez prolongé, ça se fait pas d'un coup comme ça. C'est quand vous êtes avec quelqu'un pendant un quart d'heure que là vraiment le risque commence à devenir manifeste. Mais il faut pas oublier que les postillons, ils se déposent sur des surfaces et que ces surfaces, elles peuvent être contaminées. Et c'est toute l'importance de l'hygiène des mains parce que vous pourriez aussi vous infecter par ce biais-là. C'est ce qu'on appelle une transmission manu-portée. Alors pardonnez-moi, c'est important ce que vous venez de nous dire. À la limite, si quelqu'un éternue à 1 mètre de moi dans le métro, c'est moins dangereux si je suis, que le fait que je mette ma main sur la vitre, s'il a vraiment eu un contact avec la vitre, j'essaie de comprendre. Non, pour être plus précis, si quelqu'un d'infecté éternue sur vous à 1 mètre, évidemment vous allez être exposé, mais la probabilité qu'il éternue est plus forte sur un quart d'heure que sur 10 secondes. Le virus que l'on observe en Chine, dans le Wuhan, en Italie, en Iran et maintenant par exemple dans le Morbihan, est-il le même, Arnaud Fontanet ? Alors c'est un virus qu'on surveille à l'échelle mondiale puisqu'il y a un site internet où on peut déposer toutes les séquences complètes du virus parce qu'on surveille ses mutations. Vous l'avez en temps réel en quelque sorte ? On l'a en temps réel. D'ailleurs, tout le monde peut le voir si ça vous intéresse. Vous allez sur NextStrain. nextstrain.org et vous pouvez regarder, c'est très bien expliqué, il y a des tutoriaux pour comprendre. Pour l'instant, il mute très peu. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. A-t-il muté ? Est-ce qu'on le sait ? Et est-ce que ça change les choses, je dirais, dans l'enquête de police, si je puis dire ? Alors, pour l'instant, on peut relier des personnes qui se seraient infectées mutuellement s'ils ont la même souche, mais on va pas faire des séquençages à tout le monde parce que c'est extrêmement fastidieux de le faire. Néanmoins, qu'on ait une surveillance globale par pays, par foyer épidémique pour dire, tiens, c'est cette souche qui est responsable de ce foyer, c'est important. Il est possible, mais ça n'a pas encore été le cas, qu'un jour on se rende compte qu'un nouveau foyer, par exemple particulièrement dynamique, a pu être attribué à une souche qui est un peu différente et qui aurait muté. Pour l'instant, ça n'a pas été observé. Est-ce que sa nocivité, qui finalement pour l'instant est faible, puisque 80% des personnes qui y seront confrontées n'auront pas de problème, peut se renforcer avec le temps ? Alors je dirais pas qu'elle est faible. 80%, ça veut dire qu'il y a 20% des gens qui font quand même des formes assez sévères. Et les décès restent extrêmement rares, notamment en France. Les décès restent très rares, touchent beaucoup les personnes très âgées. Voilà. Avec ce qu'on appelle comorbidité, hypertension et diabète. Maintenant, ce qu'il faut dire, parce que les gens connaissent tous la grippe, là, par rapport à une grippe saisonnière, c'est quand même plus important. Donc c'est pour ça que je dirais pas que c'est nocivité vraiment faible, mais on est sur un virus qui se manifeste cliniquement comme une grippe. Il faut savoir que la mortalité qui lui est associée est plus importante qu'avec la grippe. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les enfants font des formes bénignes. Et vraiment, pour l'instant, on n'a pas vu de forme grave ou de façon tout à fait exceptionnelle chez les enfants. J'imagine qu'on ne va pas couper au stade 3 en France. Alors, je pense qu'on ne va pas couper au stade 3 en France. On voit quand même aujourd'hui, depuis la semaine dernière, finalement, c'était le foyer italien qui a allumé l'Europe, puisqu'ils ont, à partir de ce foyer italien, il y a eu des cas qui sont partis sur 15 pays déjà et plus maintenant. Et en France, ça a vraiment réactivé le démarrage d'une épidémie qui, jusqu'à présent, avait pu être contenue sur les 12 premiers cas. Après, c'est pas du tout pour pointer du doigt les Italiens. Dans les épidémies, il y a toujours, nous, on va aussi essaimer vers d'autres pays. C'est le cours naturel d'une épidémie. On nous parlait au départ en semaine. Le président Macron, hier, nous a parlé en mois. Est-ce que c'est ce qui vous paraît le plus logique, en tout cas, pour affronter cette épidémie ? C'est ce qui me paraît le plus logique. L'interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est le caractère éventuellement saisonnier. Parce qu'on sait que les maladies infectieuses respiratoires, elles font des pauses pendant les étés. Pourquoi elles font des pauses ? En partie parce que les virus n'aiment pas la chaleur. Aussi parce que les gens vivent moins confinés, moins en intérieur, et les maladies infectieuses respiratoires, elles se transmettent quand les gens sont tous ensemble dans une même pièce sans aération. Les pistes pour guérir, que font les laboratoires en ce moment ? On a l'impression qu'il y a une espèce de grande enquête qui est lancée, que ça soit en Chine, aux États-Unis et en France, l'Institut Pasteur aussi. Alors actuellement, on est tous sur le pied de guerre. C'est vraiment une mobilisation fantastique qui est internationale. En France, on est organisé autour d'un groupe qui s'appelle Reacti, qui coordonne la recherche française. On s'est tous partagé les tâches en fonction de nos compétences. Et oui, on travaille sur des traitements, sur des vaccins
vaccins, sur des nouveaux tests diagnostiques. Maintenant, il faut comprendre que ça va prendre du temps. Vous venez de citer deux choses différentes. Les tests de diagnostic, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir quelque chose qui puisse permettre d'avoir une réponse plus rapide, c'est bien ça? Alors le test diagnostic, c'est très important pour savoir qui est malade ou pas. Qui est malade ou pas, puis des tests qui seraient peut-être plus faciles à utiliser. Pour l'instant, on est obligé d'utiliser des machines pour faire ce qu'on appelle des PCR, l'amplification du génome et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc ça part dans le laboratoire et voilà, enfin, bon. Un test qui puisse être plus facile, abordable, etc. Mais là, c'est vraiment quelque chose sur lequel tous les labos du monde travaillent, parce que ce serait très utile dans la gestion de l'épidémie. Et puis en parallèle, on a besoin de traitement. Pour l'instant, on fait... Ce qui est le plus facile, c'est de tester des molécules existantes pour voir si elles n'auraient pas un effet sur ce virus, puisqu'on a des antiviraux qui marchent pour le sida, pour l'hépatite C, etc. On va voir. Malheureusement, les nouvelles sont pas très bonnes parce que nos collègues chinois, ils ont déjà commencé à faire ça, bien évidemment. S'il y avait eu des résultats spectaculaires, on le saurait. Or, pour l'instant, on entend dire peut-être, mais rien de vraiment dramatique. Et puis, à plus long terme, c'est le vaccin, où on sait que pour qu'un vaccin puisse être opérationnel, il faut 1 an. Mais on est bien sûr lancé dans cette course. Là aussi, on est en mois, évidemment, au minimum. En mois minimum, parce que le vaccin, c'est des essais chez l'animal, puis après chez l'homme, et ça prend du temps. Un tout dernier conseil ou une confirmation, c'est peut-être pas très compliqué de porter des gants en ce moment quand on se déplace, puisque les mains sont très importantes, et de continuer de se les laver au moins une fois toutes les heures et demie, un bon lavage, enfin même quand on n'a pas de gel hydroalcoolique. C'est vrai, mais il faut savoir aussi que les gants, ça peut se retourner contre vous, parce que si votre gant est contaminé, puis que vous... On se touche le visage. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, c'est l'hygiène des mains, se laver les mains très très régulièrement. Merci beaucoup Arnaud Fontanet, je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Institut Pasteur, et qu'il y a des pistes en tout cas de recherche en ce moment qui sont tout à fait intéressantes. Bonne journée à vous. Merci. L'actualité vous concerne. Venez en débattre au 3210 sur RTL. 50 centimes la minute. Les essentiels.